de dollars, mais encore une fois, il a lancé des messages très importants en ce qui concerne le barrage, entre guillemets, de la Renaissance. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est en fait ces messages lancés par le président Abdel Fattah al-Sisi. Lors de son allocution à l'occasion de l'inauguration de la Semaine du Caire pour l'eau, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné que la tenue de cette 4e session intervient dans un moment critique où le monde témoigne des changements qui affectent les ressources hydrauliques, et ceci notamment à la lumière de l'accroissement démographique, la détérioration continue de l'environnement et le comportement humain imprudent consistant à la mise en exécution des projets hydrauliques mal formulés et qui ne tient pas à préserver la sûreté et la durabilité des ressources hydrauliques internationales. Le président Sisi a ajouté que l'Égypte estimait indispensable une action internationale et multilatérale dans le dossier de l'eau. Un pas déjà entamé par l'Égypte avec la coopération des Nations Unies lors du lancement du contrat d'approvisionnement en eau 2018-2028 en coordination avec les pays amis. Dans le même contexte, le chef de l'État a réitéré que le relancement des efforts du développement était indispensable pour renforcer paix et sécurité internationale. Selon le chef de l'État, l'Égypte a adopté un plan stratégique global pour gérer et développer les ressources hydrauliques jusqu'à l'an 2037, un plan dont les frais s'élèvent à 50 milliards de dollars. L'Égypte est l'un des pays les plus secs dans le monde, avec le taux de pluie le plus bas sur la planète. D'ajouter, l'Égypte espère aboutir le plus vite possible à un accord légal et contraignant sur le barrage de la Renaissance, que l'Éthiopie continue son remplissage contre le gré de l'Égypte et ses droits dans les eaux du Nil. Le Premier ministre Moustapha Madbouli, qui était présent lors de l'inauguration de la Semaine du Caire pour l'eau, a souligné que les eaux du Nil représentent une question existentielle pour les Égyptiens. Il a signalé que les efforts héroïques déployés par le gouvernement dans le cadre de son plan ambitieux de développement sont entravés par la manque des eaux par rapport à la position géographique du pays en tant qu'un état d'aval. Le ministre des Ressources hydrauliques et de l'Irrigation, Mohamed Abdelati, a pour sa part déclaré qu'une gestion rationnelle des eaux transfrontalières constitue un énorme défi, tout en signalant qu'il incombe à tout État de réaliser la sécurité de l'eau. Pour sa part, le représentant régional de l'organisation du FAO au Proche-Orient, en Afrique du Nord, Abdelhakim Elouar, a mis en garde contre la diminution des ressources hydrauliques qui pourrait entraver le développement dans la région. Il est à noter que la disponibilité moyenne d'eau potable par habitant est diminuée de 75% lors de la période entre 1962 à 2017. Oui, le dossier de l'eau est devenu de plus en plus et très épineux car il représente une source si je peux dire, une source très importante pour pousser les gens à l'immigration clandestine, au terrorisme, aux violences, à quitter leur terre, ainsi de suite, d'où provient, si je peux dire, même de telles déclarations très importantes faites aujourd'hui par son Excellence le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli, qui a dit que la question de l'eau du Nil était une question d'existence pour l'Égypte, comme vous avez suivi pendant ce dernier reportage. D'autre part, on trouve que toujours, les responsables égyptiens appellent non seulement la communauté internationale, mais aussi les pays voisins à arriver à avoir une sorte de coopération mutuelle très fructueuse entre notamment les pays riverains, par exemple des pays du Nil, car la coopération coûte moins cher que l'affrontement, que la guerre. D'autre part, on trouve que monsieur le ministre d'Irrigation de l'Égypte a présenté aujourd'hui matin une sorte de lecture, comment l'Égypte a essayé de, que ce soit sur le plan international, régional ou sur le plan à l'intérieur de l'Égypte, l'Égypte essaye de faire des plans de réaménagement, de coopération. Par exemple, comment l'Égypte a pu transformer les défis en des opportunités.
ont des opportunités fructueuses sur le plan régional. En donnant un exemple de coopération avec l'Ouganda, l'Égypte a essayé de faire des projets pour rassembler ou collecter les herbes qui nuisent ou plutôt qui nuisent au cours de l'eau de Nil. Et l'Égypte a essayé de faire des projets pour transformer de tels problèmes, de telles herbes en tant que biogaz, en tant qu'une opportunité pour avoir une sorte d'énergie et pour même encourager les paysans, les agriculteurs en Ouganda à coopérer dans le cadre de ce projet avec leur gouvernement. Justement, sur le plan national, on trouve que pendant les derniers jours, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a suivi de près les projets de recyclage de l'eau, a même a jeté la lumière sur les projets de systèmes modernes d'irrigation, d'agriculture, ou plutôt à travers lesquels l'Égypte essaye de moderniser et de transformer sa richesse agricole. Donc un tout petit reportage sur les activités présidentielles, notamment en ce qui concerne le domaine agricole. Le président Abdel Fattah al-Sisi a assisté à la cérémonie organisée par le ministère de Waqf pour célébrer le Moulid, ou l'anniversaire du prophète, et prononce un discours à cette occasion. Le président al-Sisi honore un certain nombre de personnalités et d'universitaires à l'occasion de la célébration de l'anniversaire du prophète. Sur sa page Facebook, le chef de l'État adresse ses félicitations au peuple égyptien et au peuple arabe et islamique à l'occasion de l'anniversaire du prophète. Le président el-Sisi a souligné à la chancelière allemande de l'appréciation de l'Égypte pour la grande contribution qu'elle a apportée depuis qu'elle a pris la direction du gouvernement allemand visant à renforcer les relations entre les deux pays. Le président el-Sisi a inspecté certains nombres de véhicules blindés développés par les forces armées. Le président Abdel Fattah el-Sisi se rend à la capitale grecque Athènes pour participer au sommet tripartite entre l'Égypte, la Grèce et Chypre. Le président el-Sisi se réunit avec le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient à la capitale grecque Athènes avec le président chypriote Nikos Anastasiades. Le sommet du mécanisme de coopération tripartite se tient à la capitale grecque Athènes entre le président Abdel Fattah el-Sisi, le président de la République de Chypre Nikos Anastasiades et le premier ministre de la République de Grèce Kyriakos Mitsotakis. Le président el-Sisi prononce un discours lors de la conférence de presse à l'issue du sommet tripartite entre l'Égypte, Chypre et la Grèce. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la cérémonie de remise des diplômes d'une nouvelle promotion de l'Académie de police. Donc, puisque nous parlons de l'eau, il est imparable qu'on évoque le dossier du grand barrage éthiopien de la Renaissance. Et en fait, nous devons encore une fois, et à maintes reprises, nous essayons d'éclaircir la position de l'Égypte envers les processus de développement dans les pays africains, dans ces pays africains frères de l'Égypte.
L'Égypte n'est pas contre le développement dans les pays du bassin du Nil, mais elle s'oppose à tout acte unilatéral des pays en amont sans prendre en compte les intérêts des pays en aval. Et c'est toujours l'une des déclarations faites par les responsables égyptiens en général, notamment le ministre de l'eau et de l'irrigation, Mohamed Abdelati, et ça même pendant son intervention dans plusieurs conférences et forums au niveau international, comme par exemple récemment la conférence internationale sur l'eau de Bagdad en mars dernier. Justement, Bagdad, où l'Irak souffre de la pénurie, souffre de voir ses ressources hydrauliques ôtées, prises par un autre pays voisin. Je parle de la Turquie, par exemple. D'autre part, on trouve que le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné aujourd'hui encore une fois que la question de l'eau du Nil est une question existentielle pour l'Égypte. Et à cette occasion, encore une fois, les différents responsables intervenus aujourd'hui pendant la 4e édition de la semaine de l'eau du Caire ont essayé de dire, redire, formuler et reformuler leurs appels. Nous exigeons d'avoir plus de coopération internationale, régionale pour résoudre les problèmes concernant les fleuves transfrontaliers. Et encore une fois, le président a exigé un accord légal, si je peux dire, un accord qui gère bien l'eau du Nil à partir de ce barrage de la Renaissance. Et donc, si je peux dire, l'Égypte essaie toujours de parler d'une manière diplomatique, ou d'une situation gagnant-gagnant. Donc, maintenant, je dois vous laisser avec un autre reportage qui va jeter de la lumière sur le barrage de la Renaissance qui menace la sécurité hydrique non seulement de l'Égypte, mais aussi du Soudan, qui menace la vie de 150 citoyens dans ces deux pays riverains du bassin du Nil. Lorsqu'il sera achevé, le grand barrage de la Renaissance que l'Éthiopie est en train de construire sera la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique. Sa construction a commencé en 2011 sur l'affluent du Nil Bleu dans les hautes terres du nord de l'Éthiopie, d'où s'écoulent 85% des eaux du Nil. C'était le début de 10 ans de tension entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Au centre de la dispute se trouvent les plans de remplissage des bassins du méga-barrage car l'Égypte craint que le projet ne permette à l'Éthiopie de contrôler le débit du plus long fleuve d'Afrique. L'Égypte est extrêmement dépendante du fleuve, le Nil fournissant 97% de ses besoins en eau et ses rives abritant 95% des quelques 100 millions d'habitants du pays. Or, la vitesse à laquelle l'Éthiopie remplit le réservoir du barrage aura une incidence sur les débits en aval. L'Éthiopie veut le faire en 6 ans, mais l'Égypte a proposé une période plus longue afin que le niveau du fleuve ne baisse pas de façon spectaculaire, en particulier dans la phase initiale de remplissage du réservoir. Les pourparlers à trois entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie sur l'exploitation du barrage et le remplissage de son réservoir n'ont pas progressé depuis 10 ans. L'Égypte et le Soudan souhaitent que soit mis en place un accord légal contrôlant l'utilisation du barrage, ce que l'Éthiopie considère comme une atteinte à sa souveraineté. Ceci reste le point de blocage majeur du dossier. Donc
pour avoir plus d'analyse en ce qui concerne les messages qui ont été lancés aujourd'hui matin à partir de cette plateforme régionale importante et qui conforte la position de l'Égypte en tant que pôle régional pour la gestion intégrée de l'eau et le partage des connaissances. Nous avons en ligne de l'Interview international Dr Passante Fahmy, ex-membre très éminent au sein de la commission économique du Parlement égyptien. Dr Passante Fahmy, bonsoir. Bonsoir, monsieur. À quel point vous partagez cette vision? La crise de l'eau est devenue de plus en plus une source de tension entre les pays du monde, mais aussi une source d'obstacles contre tout processus de développement. Je suis tout à fait d'accord. Tout d'abord, je vais commencer non seulement par le développement, mais pour la stabilité du monde entier. Oui. L'eau, c'est la vie. C'est-à-dire, quand on présente de l'eau, c'est-à-dire qu'on est honnêtement, on pousse les peuples vers une situation qu'ils ne peuvent pas contrôler ou accepter. Alors, nous devons savoir, l'eau, c'est la vie. Deuxièmement, en ce qui concerne le développement, si on n'a pas un développement économique, il n'y a pas une stabilité sociale. On va continuer entre des guerres, l'immigration illégale, les conflits partout dans les régions. Alors ça, c'est un sujet qui doit être résolu d'une façon acceptable à tout le monde. Ouais. C'est-à-dire, personne ne doit avoir comme on appelle, une situation avancée, mais on doit savoir qu'on discute un sujet qui concerne la vie des gens. C'est-à-dire, c'est la stabilité des gens, la stabilité sociale, qui lutte à une stabilité économique. Et la stabilité économique est très importante, surtout dans cette période où le monde entier en passe. Ouais. Le monde souffre des problèmes trop compliqués à cause du climat. Le climat aussi a affecté l'eau. L'eau a affecté la stabilité alimentaire. La stabilité alimentaire touche les peuples. Alors, question d'eau, ça c'est un sujet qui doit être résolu sur le niveau mondial pour tout le monde. Alors oui, je suis très d'accord, parfaitement d'accord avec ce qui a été lancé ce matin, que c'est un sujet très critique et que le monde entier doit rester ensemble pour le résoudre, pas seulement les pays concernés. Oui. En fait, aujourd'hui, parmi les messages qui ont été lancés à partir de cette plateforme, on trouve que c'est tout à fait nécessaire d'avoir une sorte de coopération internationale, régionale, en ce qui concerne les eaux transfrontalières, et ça conformément au principe du droit international. Comment vous avez observé de tels appels? Ce qui a été lancé ce matin est parfait, mais aussi il y a une responsabilité sur la société mondiale et les Nations Unies. Parce que quand on discute un sujet pareil, ça touche toutes les nations du monde. Ouais. Il n'y a aucune nation du monde qui peut vivre sans eau. Alors les Nations Unies, les grands pays aussi, s'ils vraiment souhaitent une stabilité sur Terre, ils doivent coopérer ensemble pour trouver une solution de l'eau pour tout le monde, non seulement pour l'Égypte et le Soudan, mais pour le monde entier. Et il y a d'autres parties du monde aussi qui vont souffrir de manque de l'eau. Alors ça, c'est un sujet mondial qui touche la vie des individus. C'est pas du luxe. C'est une vie, c'est une stabilité, c'est un développement économique, c'est le développement de l'agriculture, de la pisciculture, de l'alimentation. Alors là, ça, c'est un sujet, comme M. le Président a discuté ce matin, très sérieux, et le monde entier doit participer pour trouver des solutions. Oui. Il y avait, par exemple, parmi les messages qui ont été adressés aujourd'hui par le ministre des Ressources hydrauliques et d'Irrigation, Mohamed Abdelati, c'est les sources de financement pour résoudre les questions de l'eau. Et ça, des sources de financement de la part de la communauté internationale. Comment donc vous avez lu de tels messages? Les sources de financement, ça c'est un problème compliqué. Et nous devons savoir que la majorité de problèmes de l'eau ont été causés par les grandes nations à cause de la façon dont ils dirigent leur technologie industrielle spécialement. Alors là où les grandes nations ont une responsabilité beaucoup plus grande que les pays qui ont été affectés. Surtout les grandes nations, je parle des États-Unis, de la Chine, de la Russie, l'Union européenne. Ce sont eux qui ont créé beaucoup de problèmes, qui ont
aggraver aussi la situation de l'eau par terre. Ouais. Alors, ils sont responsables à financer, de trouver aussi des sources de financement différentes. Et aussi, les Nations Unies doivent, tous les pays du monde doivent rester ensemble pour trouver une solution de financement parce que ça va coûter beaucoup et c'est compliqué. Ça coûte beaucoup et c'est compliqué parce que ça va demander un changement de la façon où les industries sont conduites parce que le changement du climat affecte aussi la situation de l'eau sur Terre. Vous voyez? Alors là, oui, ça va coûter beaucoup, mais c'est une responsabilité du monde entier. Ce n'est pas la responsabilité des pays qui ont été touchés. Oui, je vais mettre sous les lumières la situation de l'eau dans la région arabe. Et ça, à partir, par exemple, de ces interventions, ou de cette intervention faite par le représentant régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, Abdel Hakim El Wair, qui a indiqué que le manque de l'eau dans la région arabe était un obstacle entravant le processus de développement. Il a souligné que la part moyenne d'eau renouvelable par individu dans la région arabe avait énormément baissé de 75%, au cours de la période allant de 1962 à 2017. Donc, je dois vous laisser les explications à propos de cette situation, mais aussi à quel point vous trouvez que, si je peux dire, la source des guerres et des conflits dans la prochaine période va être la question de l'eau. Espérons que ça ne soit pas des conflits et que ça ne soit pas des guerres. Espérons, mais je parle du fait accompli. Voilà, je répète, ça c'est un sujet très compliqué, c'est la vie. Et c'est pour cela que je répète, on doit rester ensemble, trouver des solutions, parce qu'à cause du changement du climat aussi, le changement du climat a aggravé le problème de l'eau. C'est pas question qu'il y a des pays. Ça, alors là, qui est responsable de ce changement du climat? Ce sont les grandes nations. Alors, le monde entier doit coopérer, les pays arabes et les pays africains doivent aussi coopérer, mais ce qui est plus important, c'est la coopération avec les compagnies multinationales, les grandes compagnies du monde qui ont la technologie et qui peuvent offrir cette technologie dans le tiers-monde pour les aider à utiliser l'eau d'une façon, si vous voulez, plus professionnelle. Mais en même temps, le coût qui doit être payé à ça, je pense que ça va être un coût assez élevé et les pays pauvres ne pourront pas payer tout ça. C'est pour cela que je répète, pour éviter les guerres, pour éviter l'instabilité, les grandes nations doivent coopérer avec eux. Oui, en fait, l'Égypte, à travers sa politique, sa diplomatie bien connue par tout le monde, essaie toujours de préférer et de prévaloir la coopération au lieu d'affrontement et s'engage en même temps dans les différents processus de développement au sein des pays africains en général, notamment les pays riverains du Nil. L'exemple ou la preuve en est, c'est l'exemple qui a été proposé aujourd'hui matin par le ministre égyptien de l'Irrigation quand il a parlé de cette coopération tout à fait étroite entre plusieurs pays du bassin de Nil, comme par exemple l'Urundi ou la Tanzanie ou même l'Ouganda. Et en ce qui concerne l'Ouganda, par exemple, les Égyptiens ont pu, à travers cette coopération avec leurs frères ougandais, de transformer les défis, les crises en tant qu'une opportunité. Et ça, quand... je suis tout à fait d'accord, mais il faut savoir aussi que nous avons besoin de la technologie multinationale, nous avons besoin de la coopération internationale et le financement. Ouais. Et ici, permettez-moi de vous rappeler que le ministre égyptien de l'Irrigation a dit que l'Égypte a fait des projets pour transformer, par exemple, des herbes qui nuisent à l'eau du Nil dans ce pays riverain, l'Ouganda, je parle de l'Ouganda, en tant que des opportunités de biogaz, de l'énergie, ce qui a encouragé les autres agriculteurs, les autres paysans de l'Ouganda à coopérer de plus en plus avec la partie égyptienne et le gouvernement ougandais. Donc, comment vous trouvez le rôle égyptien dans, si je puis dire, la résolution de ces problèmes de l'eau?
Ça, c'est un rôle très important, comme vous venez de mentionner, mais je répète, la coopération avec la technologie internationale est indispensable. C'est-à-dire, nous aussi en Égypte, et Monsieur le Président l'a mentionné plusieurs fois, nous sommes prêts à coopérer avec le monde entier pour trouver des solutions pour l'eau, le changement du climat, l'alimentation, l'économie verte, l'économie bleue, l'énergie, mais à coopération, le monde entier doit coopérer, surtout la partie du monde qui possède la technologie. Ça, c'est un sujet très important. On ne peut pas faire tout ça sans technologie. Mais Inch'Allah, ça va avancer davantage positivement et aussi la coopération entre l'Égypte et les pays africains, bien sûr, c'est sur notre agenda. Et ça avance aussi positivement. Oui, j'espère que vous pouvez rester avec nous en ligne pour proposer un autre reportage signé d'Alia Karam qui va parler un peu plus du gouvernement égyptien qui élabore un plan pour rationaliser la consommation de l'eau. Et en fait, constatant une importante disproportion de la consommation et distribution de l'eau en Égypte, le gouvernement égyptien a annoncé en 2019 l'élaboration d'un plan pour rationaliser la consommation de l'eau dans tout le pays. L'objectif est de préserver les ressources d'eau de surface qui s'épuisent avec la pression démographique et le développement de l'Égypte. C'est donc encore une fois un reportage de Dalia Karam. Une importante disproportion de la consommation et la distribution d'eau a été constatée en Égypte, comme l'indique le ministre des Ressources hydriques et de l'Irrigation. Les Égyptiens consomment bien plus que leur part d'eau provenant du Nil. La consommation du pays est de 80 milliards de mètres cubes par an, alors que notre part est seulement de 55 milliards de mètres cubes. Avec un tel rythme, l'Égypte sera contrainte de se limiter à 582 mètres cubes d'ici 2025. Le gouvernement égyptien a lancé en 2019 un plan pour rationaliser la consommation de l'eau dans le pays. L'objectif à terme est de préserver la ressource d'eau de surface qui s'épuise avec le développement du pays ainsi que la croissance de la population. C'est le cas du Nil. Ce fleuve fournit depuis longtemps de l'eau potable aux populations et permet d'irriguer des plantations en Haute-Égypte. Son débit est désormais très affecté par des projets hydrauliques, notamment la construction du barrage hydraulique de la Renaissance de 6000 MW en Éthiopie. Le gouvernement égyptien mise en parallèle des leviers qui permettent la mise en place d'une politique de rationalisation de la consommation de l'eau sur l'exploitation de ressources non conventionnelles. Il se tourne ainsi de plus en plus vers d'autres sources d'approvisionnement en eau potable, notamment le dessalement. Le gouvernement égyptien mise en parallèle des leviers qui permettent la mise en place d'une politique de rationalisation de la consommation de l'eau sur l'exploitation de ressources non conventionnelles. Il se tourne ainsi de plus en plus vers d'autres sources d'approvisionnement en eau potable, notamment le dessalement. Selon Assem El-Ghazar, le ministre égyptien du Logement qui a annoncé le plan de rationalisation de la consommation de l'eau, 23 stations de dessalement sont en cours de construction dans les gouvernorats côtiers. C'est le cas dans les nouvelles villes en cours de construction comme la nouvelle Mansoura où l'on construit actuellement une usine de dessalement de 40 000 mètres cubes par jour. Autre signe de la volonté du gouvernement égyptien d'exploiter massivement l'eau de mer pour produire de l'eau potable, il a signé récemment un contrat avec une entreprise sud-coréenne qui prévoit la construction d'une usine de fabrication de membranes pour les usines de dessalement d'eau de mer et le transfert de technologie. Dans sa stratégie de rationalisation de la consommation de l'eau en Égypte, le gouvernement compte également s'appuyer sur la réutilisation des eaux usées à travers la construction de stations d'épuration. À ce propos, 26 installations de ce genre seront bientôt mises en service dans tous les pays. L'eau traitée servira à irriguer des plantations ou bien des espaces verts dans les grandes villes. L'usine de Bahr el-Bakar, une localité située près de Port Saïd dans le nord-est de l'Égypte, fait partie des usines de traitement des eaux usées en cours de construction en Égypte. Elle traitera 73 000 mètres cubes d'eau usée par jour. La nouvelle politique du gouvernement impactera également les ménages avec l'utilisation de pièces spéciales sur les robinets pour économiser l'eau. Il misera aussi sur la sensibilisation des populations à cet enjeu. La rationalisation concerne également les administrations publiques. Tous les ministères et leurs institutions affiliées bénéficieront d'une technologie mise en place par l'Organisation arabe pour l'industrialisation. Elle permet de contrôler le débit de l'eau et sa pression dans un réseau d'eau.
Un projet pilote intégrant cette technologie a déjà été mis en œuvre dans plusieurs administrations publiques. Il ressort de cette expérience qu'elle permet d'économiser environ 45% de la consommation. Donc en fait, presque 50 milliards de dollars la somme consacrée au plan de développement de l'Égypte du point de vue irrigation, du point de vue de nouveaux systèmes concernant ce domaine. Et en même temps, il y avait d'autres initiatives à partir de l'initiative présidentielle Vie décente pour améliorer la qualité de l'eau, pour améliorer bien sûr la qualité de la vie en général à travers la lutte contre la pauvreté, mais aussi à travers l'augmentation de la productivité de la terre agricole de l'Égypte de 30% et de réduire de 50% et encore une fois des coûts de la production de la terre agricole, ce qui mène enfin aux intérêts du paysan égyptien. C'est ce qu'on va savoir avec un peu plus d'explications à travers cette intervention de la part toujours de Madame Passante Fahmy, notre invitée de marque. Docteur Passante Fahmy, donc comment vous suivez de tels plans adoptés par le gouvernement égyptien afin de lutter contre la pauvreté dans le domaine de l'eau? Ça, c'est un projet géant. C'est-à-dire ce qui se passe dans les gouvernorats et les villages. Non seulement ce ne sont pas des bâtiments, ça c'est un plan géant qui commence, comme vous voulez le mentionner, comment vraiment offrir une vie acceptable à tout le monde, une vie décente, mais aussi comment utiliser l'eau pour que les gens vraiment peuvent faire des projets sur place et surtout des projets sur le niveau alimentaire. Oui. Ça, c'est un plan qui va coûter plus que 50 milliards de livres égyptiennes, mais c'est essentiel, c'est très important, et ça va vraiment changer tout à fait non seulement le niveau de vie des Égyptiens, mais aussi la façon dont ils utilisent l'eau. Ça va avoir un impact sur l'économie, ça va avoir un impact sur la vie décente. C'est un plan géant. Mais le côté, ce qui concerne l'utilisation de l'eau est très important, parce que sans eau, les 27 gouvernorats ne peuvent pas vivre. Ce sont des gouvernorats qui dépendent de l'économie verte, et l'économie verte a besoin de l'eau. Alors le méga projet pour utiliser d'une façon plus efficace et plus professionnelle l'eau, ça c'est un projet méga, géant, qui n'a jamais été fait autrement au monde. Alors, Inch'Allah, on est très optimiste que ce sujet-là va changer la situation, non seulement de la vie des Égyptiens, mais aussi en ce qui concerne l'eau. Et ça va avoir un effet positif sur le développement de l'économie verte en Égypte. Ouais, toujours à la lumière de ce développement de l'économie verte de l'Égypte et à la lumière de Vie décente qui essaye de changer la vie de presque 58 millions de vies égyptiennes, notamment dans les zones rurales, dans la campagne égyptienne. Donc, comment vous trouvez la priorité accordée à l'eau dans le cadre de cette initiative de vie décente? Parce que tous les gouvernorats, l'eau c'est la vie, c'est l'agriculture, c'est l'économie verte, c'est le développement des projets dans ces gouvernorats. Ce ne sont pas des gouvernorats dans le désert où on peut utiliser le minimum, comme on appelle le niveau d'eau. Non, on a besoin de l'eau pour développer l'agriculture, on a de l'eau aussi pour développer l'économie verte et toutes les industries qui sont basées dessus pour que les Égyptiens, les 58 millions, vous venez de mentionner, peuvent vivre une vie décente. Alors ça, c'est un projet, oui, ça va coûter 50 milliards, mais c'est un projet très important et ça va changer tout à fait le niveau de vie, non seulement pour les Égyptiens, mais aussi le niveau de l'économie égyptienne. Parce que le problème d'alimentation est devenu un problème mondial à cause du changement du climat. Alors, quand on avance sur ce projet-là, on peut vraiment participer pour résoudre le problème d'alimentation, non seulement en Égypte, mais aussi dans les régions qui nous entourent et les pays africains. Donc nous visons la sécurité alimentaire, la sécurité sociale, la sécurité de l'eau,
tous ces éléments à partir de l'avis, à partir de cette initiative présidentielle Voilà, décente, n'est-ce à pas? partir de ce géant projet de la vie décente. Et à partir même de ce que vous venez de nous souligner, nous pouvons dire que les responsables des Égyptiens n'essayent pas d'exagérer. À la tête de ces responsables, bien sûr, le président égyptien Fattah Sisi, quand ils disent que la question de l'eau, le dossier de l'eau, représente pour l'Égypte une question de vie ou de mort. Pour le monde entier, l'eau, c'est la vie. C'est pas discutable. Ouais. Alors là, oui, c'est la vie. On va la protéger. On va trouver des façons très avancées pour utiliser l'eau d'une façon plus professionnelle. Mais ils doivent savoir aussi que c'est une question de vie et on ne va jamais laisser nos droits en ce qui concerne l'eau. Oui, Madame Passanfa, mais je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements, pour cette intervention tout à fait fructueuse. Merci encore une fois. Et même actuellement, chers téléspectateurs, je dois vous laisser avec ce reportage qui va jeter plus de lumière sur les différentes dimensions de l'inauguration de la plus grande station d'épuration du monde à Bahr al-Bakr. Comme le dessalement, la réutilisation des eaux usées est devenue incontournable pour faire face au stress hydrique en Égypte. La localité de Bahr al-Bakr, dans la péninsule du Sinaï à l'est du canal de Suez, dispose désormais d'une station d'épuration. L'usine a été inaugurée le 27 septembre 2021 par le président de la République d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi. La nouvelle installation affiche une capacité de production de 5,6 millions de mètres cubes par jour, faisant d'elle l'une des plus grandes stations de traitement des eaux usées en service dans le monde. L'usine entre d'ailleurs dans le livre Guinness des records 2021, un livre de référence publié une fois par an et recensant une collection de records du monde reconnus au niveau international. L'usine récupère les eaux usées domestiques, industrielles et agricoles qui coulent le long du drain de Bahr al-Bakr qui serpente sur 106 km partant du gouvernorat de Daqahleya vers Sharqiya et du gouvernorat d'Ismaïlia et file vers le gouvernorat de Port Saïd. Les effluents passent ensuite par 4 lignes de traitement de 1250 000 mètres cubes chacune par jour avant d'être mis à la disposition des agriculteurs pour l'irrigation. Le gouvernement égyptien estime que les eaux usées traitées qui sortent de la station d'épuration de Bahr al-Bakr permettront l'irrigation de plus de 168 000 hectares de plantations dans la péninsule du Sinaï. Cette infrastructure jouera un rôle important dans la restauration des terres agricoles à l'est du canal de Suez dans un contexte marqué par la diminution des ressources du Nil. L'Égypte dispose à peine de 60 milliards de mètres cubes d'eau, dont 55,5 milliards de mètres cubes proviennent du Nil et un demi-milliard de mètres cubes d'eau souterraine non renouvelable répartis sur plusieurs parties du désert. La construction de l'usine de traitement des eaux usées de Bahr al-Bakr a coûté 20 milliards de livres égyptiennes, soit environ 1,3 milliard de dollars. Ce projet entre dans le cadre de la stratégie nationale du gouvernement de l'Égypte en faveur de la préservation de la ressource en eau douce qui se raréfie en Égypte. Donc, très rapidement, nous sommes rejoints au studio de l'Interview international par Marwa Salah Abdallah. C'est une analyste économique, mais avant tout, c'est une consultante en projet ou en gestion de projet. N'est-ce pas? Oui, voilà. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci, bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Donc, vous avez écouté tout de suite à ce dernier reportage qu'on a diffusé. Et comment vous trouvez la stratégie adoptée par l'État égyptien en ce qui concerne l'eau? Je trouve que cette stratégie-là est une très importante stratégie qui a commencé, elle était annoncée déjà durant la première semaine du Caire de l'eau, et c'était en 2018. Et après la mise en place de cette stratégie, on trouve des projets très importants qui ont commencé d'être mis en place, comme les projets de dessalement d'eau dans plusieurs gouvernements et gouvernorats, et ainsi que des projets de gestion d'eau
Et des projets des canaux, les revêtements des canaux, ce sont aussi des projets importants qui, sous la direction de son Excellence le président Abdel Fattah el-Sisi, ont commencé d'être mis en place et on a changé en fait. Au lieu que ça soit mis en place pendant une durée de 10 ans, ça sera dans 2 ans sous la direction de son Excellence. Voilà. Et ça sera sur une distance de 7000 km² dans plusieurs gouvernorats. Et ça, c'est pour la première phase. Et il y aura une deuxième phase de 20 000 km². C'est très important parce que ça va économiser beaucoup d'eau. Disons, c'est environ 5 milliards mètres cubes d'eau par an. Voilà. Alors, ce sont des projets très importants qui vont servir l'État en général, le développement de l'État, développement social, développement économique, ainsi que le développement urbain. Donc, si je parle un peu plus de ce géant projet de revêtement des canaux, des rivières de l'Égypte, comment ça va impacter positivement la vie des citoyens, notamment les agriculteurs, les paysans, ainsi de suite. Car aujourd'hui matin, on a parlé, à partir de cette intervention de la part du ministre égyptien de l'irrigation, que ça va diminuer presque 30%, 50% plutôt, des coûts d'investissement dans les terrains agricoles et va augmenter presque 30% de la productivité de la terre agricole. Si je me rappelle bien des figures, des chiffres. C'est très important parce que ça va aider les agriculteurs à utiliser l'eau, économiser l'eau. Parce que là, c'est encore plus à côté des projets d'irrigation modernes qui aussi aident l'agriculteur à préserver l'eau. Alors, on a plusieurs genres de projets qui servent au développement urbain dans les différents gouvernorats. Là, j'ai visité plusieurs gouvernements et j'ai vu ce qui était mis déjà en place et c'est génial. Et en plus, on trouve aussi cela n'est pas seulement fait par l'État tout seul, mais en partenariat avec le secteur privé et les partenaires de développement. Les partenaires en développement, on a plusieurs pays. Par exemple, on peut dire l'Union européenne qui est partenaire en plusieurs projets d'eau. Maintenant, on a, je crois, des projets d'un montant de 250 millions d'euros. Et c'est un montant très important. Et on trouve aussi l'Allemagne et plusieurs pays européens, ainsi que les partenariats avec les pays africains et aussi les autres pays, différents pays, dans ce domaine-là de préservation d'eau. Et comment ça, si je peux dire, mène au dopage de l'économie ou de la transformation vers l'économie verte? Une bonne question. Les ressources d'eau, c'est une des ressources très importantes, un élément très très important qui va mener à l'économie verte. Parce que là, c'est déjà pour nous en Égypte, ressources d'eau, c'est vraiment un thème important. C'est pour cela que le président l'a mis comme priorité. Et ça aide non seulement à l'agriculture, la production, mais ça gère plusieurs genres de production dans l'État. Et ainsi, l'utilisation, ça entre dans plusieurs secteurs. Du coup, en général, ça sert à l'économie verte et aussi circulaire. Autre question, comment les projets nationaux en ce qui concerne les nouveaux système moderne d'irrigation va changer un peu plus la vie des citoyens, notamment dans la campagne égyptienne? Ok, dans la campagne égyptienne, on n'a pas cette culture de préserver l'eau. On utilise l'eau d'une très grande
quantité et ça perd vraiment beaucoup de mètres cubes d'eau par an. Alors, ces projets, ils vont servir ces endroits et ces gouvernorats, mais aussi ça va servir tout l'État. Parce que là, on préserve nos ressources d'eau et on réserve tous les citoyens. En plus, avec l'augmentation de population, là, on a besoin vraiment de ces ressources-là. Du coup, tous les projets mis en place, projet de révolvement des canaux, le projet de dessalement d'eau aussi qui vont... Recyclage, oui, réutilisation d'eau de drainage, d'eau usée, ça aussi c'est important parce que ça aide à conserver, économiser et avoir des nouvelles ressources d'eau. Vous fréquentez même les milieux d'affaires, les milieux étrangers. Donc, comment de tels milieux d'affaires observent ce processus de transformation qui se déroule actuellement sur la terre égyptienne dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'eau? Je parle trop bien. Encore une fois, les remarques ou les observations faites par les étrangers, les hommes d'affaires étrangers, les institutions étrangères en ce qui concerne la gestion de l'eau et la modernisation même de l'agriculture, des systèmes d'irrigation, notamment d'agriculture. Oui, là je peux dire, pendant cette semaine d'eau, et aussi l'année dernière, on voit les partenaires de développement et les institutions internationales qui ont vraiment annoncé le développement fait en Égypte avec ces projets de développement d'eau ou gestion d'eau. On trouve l'Union pour la Méditerranée qui est un grand partenaire, ainsi que l'Union européenne, les États européens et des autres aussi États et qui ont vraiment annoncé ou ils ont vraiment remarqué le développement fait durant les dernières années dans le thème de préservation de l'eau. Et c'est pour cela qu'ils sont en fait très intéressés d'être partenaires dans ces genres de projets. C'est eux qui viennent et demandent ce partenariat d'exécuter des projets de telle importance. Ouais, on trouve que de plus en plus, la politique adoptée par l'État égyptien actuellement, c'est comment faire intégrer le secteur privé dans plusieurs projets, notamment dans le domaine de l'eau et de l'agriculture actuellement. Parce que, par exemple, si on va parler de l'Europe, il y a, si je peux dire, l'Égypte représente une soupape de sûreté pour la sécurité alimentaire de l'Europe actuellement. Oui ou non? Oui. Comment? Bon, je peux parler d'abord sur les projets où comment les États européens, ou comme vous dites, les institutions là, et aussi l'État sont intéressés à faire des projets en partenariat avec le secteur privé. Parce que là, on trouve les projets de dessalement. On ne peut pas exécuter des projets de dessalement sans avoir le secteur privé. C'est un élément très important. Ainsi que les projets d'irrigation. On trouve aussi les banques qui sont impliquées pour aider et garantir ou donner des garanties pour les agriculteurs pour les encourager afin d'impliquer ou d'implémenter l'irrigation moderne. Tout ça, ce sont des éléments très importants pour préserver beaucoup d'eau, économiser d'eau. Et c'est ce partenariat-là qui va avoir des effets durables. Voilà. Ouais. Vous avez donc d'autres remarques ou d'autres observations, notamment en ce qui concerne la 4e édition de la semaine, de la semaine du Caire pour l'eau? Oui, je trouve qu'il y a quelque chose aussi que j'ai vu durant cette semaine qui est très importante, c'est d'impliquer les jeunes. On voit des recherches académiques faites par des jeunes qui sont présentées durant cette semaine-là. Et c'est très important d'impliquer toujours le jeune, avoir ces genres de présentations et aussi avoir des projets de créativité des jeunes.
parce qu'avec cela, qu'on va avoir les jeunes dans l'implantation des projets et toujours avoir les jeunes, je trouve que c'est un élément très important. Maroua Salah Abdallah, notre analyste économique, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part. Merci beaucoup. Nous espérons bien sûr avoir plus de temps pour expliquer d'autres points, mais malheureusement c'est toujours le cas. Nous sommes toujours dans une course contre la montre et nous arrivons à la fin de cette édition. Merci encore une fois. Merci à vous. Merci à vous. À la prochaine. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Il ne me reste que dire au revoir et bon moment toujours sur l'Antenne internationale.